C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. La médecine de la douleur, c'est très philosophique et c'est ça, je pense, qui nous plaît tous aussi. On apporte des techniques pour soulager, mais on est vraiment dans les questionnements philosophiques. Tant que le patient ne parvient pas au moins à s'interroger sur le sens de la douleur, sans forcément trouver le sens, il ne peut pas aller mieux. Marguerite Dussel est médecin de la douleur à l'hôpital Saint-Joseph à Paris depuis 10 ans. Bonjour Margot. Bonjour. Voilà, donc Marguerite. Merci de vous prêter à l'exercice. Ouais. Avec cette urgentiste de formation, nous avons parlé d'autonomie du patient, de l'importance de prendre des décisions médicales en équipe et de philosophie. Je crois que j'ai su que je voulais devenir médecin quand j'ai fait un stage de secourisme quand j'étais scout. À la fin de la semaine, je m'étais dit que c'était quand même dommage de pas apprendre à soigner les gens alors que c'était possible. Et je crois que c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est soigner les gens. Et au départ, je voulais même sauver les gens. Et je m'étais posé la question de faire médecin-pompier. La suite de mon exercice professionnel a bien modulé mon ambition et ma vocation qui est plutôt de soigner les gens et d'accompagner les gens. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Moi, j'en étais restée là, à 2005, cet accident, et nous, on s'était rencontrés en 2016. Alors, en 2017, vous trouviez que les douleurs étaient moins intenses et vous aviez l'impression d'être plus légère. Oui. Et donc, les choses allaient plutôt mieux. Et puis moi, je vous ai vu en 2018, et en fait, ça allait moyen quand même. Et à chaque fois, je vous disais de voir notre psychologue, et vous n'aviez pas très envie de voir notre psychologue, je pense. Non ? Pendant ce qu'on appelle mon externat, c'est-à-dire les premières années d'études, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était de mener une enquête pour comprendre le diagnostic du patient. Et donc moi, j'ai adoré mes stages de médecine, en médecine interne, en néphrologie, mais j'avais discuté avec pas mal de mes chefs qui me mettaient un peu en garde sur ce travail exclusivement hospitalier. Peut-être quelque chose qui me convenait pas trop. Donc, au moment de l'internat, finalement, j'ai choisi de faire de la médecine générale par absence de choix vers une autre spécialité en me disant, au moins là, je choisis pas. Très vite, je me suis rendu compte que je me sentais pas du tout ni attirée ni prête à m'installer dans un cabinet toute seule pour voir mes patients et prendre des décisions très vite comme ça en consultation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien jusqu'à ce que les douleurs, ça me réveillait. Je ne pouvais plus rien faire, même à la maison ou sortir. Oui, c'est... Depuis quand c'est insupportable ? Je dirais 2 ans. Et il s'est passé quelque chose ? Vous êtes tombé dans votre environnement, dans votre vie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 2 ans ? Non. Non, j'avais... Vous faites pas du tout de lien avec quoi que ce soit et depuis 2 ans, les douleurs sont de nouveau aggravées, c'est ça ? Oui. D'accord. Mes chefs des urgences, parce qu'on a un stage obligatoire à faire aux urgences, m'ont un peu stimulée pour que je fasse ce qu'on appelait à l'époque le desk de médecine d'urgence et que donc je me spécialise en médecine d'urgence. Et là, ça a confirmer mon goût pour une médecine qui soit à la fois générale, c'est-à-dire globale, et surtout un travail en équipe. C'est-à-dire que ce que j'adorais, moi, aux urgences, c'était quand j'appelais les médecins spécialistes et qu'on réfléchissait ensemble pour trouver le diagnostic ou pour orienter le patient ou pour le traiter. Simplement, j'étais très frustrée, évidemment, du temps très bref qu'on avait aux urgences avec les patients et que notre mission, finalement, aux urgences, elle était plus de trier les patients que de les accompagner et de les soigner. Et je suis tombée assez par hasard sur la médecine de la douleur. Si vous aviez plus mal, qu'est-ce que vous faisiez de différent ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Je pouvais au moins faire ce que j'ai à faire à la maison, dans ma vie. C'est-à-dire ? S'occuper des enfants. Donc vous devez être là pour les soutenir, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui. Et de faire ce qu'on a à faire. Oui, qui est le ménage, il y a tous les jours à son lot de... C'est vachement motivant de faire le ménage. Je comprends que vous ayez envie de plus avoir mal si ça vous permet de faire le ménage. Je vous cherche. Vous comprenez pourquoi ? Où je veux en venir ? Non, je ne comprends pas. Vous pensez, au fond de vous, oui. que si vous n'avez pas de douleur,
ça va vous permettre de faire le ménage. Non, et de pas vous, seulement et de ça. vous occuper des problèmes psychologiques de vos enfants. Oh. C'est évident que les douleurs vont continuer. Ah oui. Bah, bien sûr. Il faut absolument que vous trouviez autre chose comme projet dans votre vie. À mon âge. Ça cochait toutes les cases. La médecine humaine, la médecine globale, qui n'est pas spécialisée ni dans un organe ni dans un type de patient, avec beaucoup d'accompagnement et de suivi, et un travail en équipe. Je me suis lancée dans la capacité douleur. C'est une formation de 2 ans. J'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée par mon service d'urgence dans ce diplôme. Et donc, j'ai pu vraiment me lancer dans cette formation de façon très confortable. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour cette spécialité. J'ai monté un projet. Et puis, en novembre 2014, on a ouvert notre première consultation douleur. Cette consultation, elle est devenue un centre. Et je suis entourée d'une équipe absolument géniale. On partage cette vision de l'accompagnement et du soin. Déjà, je ne veux plus avoir de douleur pour voir ce que je vais. Prendre les choses dans l'autre sens. Au lieu de vous dire « j'attends de plus avoir mal pour avoir un projet Oui. », vous réfléchissez maintenant à ce que vous voulez faire dans votre vie pour vous. Oui, des activités. Ça, Lesquelles ? Dont la poterie, Par j'aime exemple, bien. d'accord. Et La vous avez couture. essayé de prendre des cours, de vous renseigner à la mairie, dans des associations pour ça ? Non. Non. Il faut. Chaque fois, je me dis Il faut pas attendre. la rentrée prochaine Et voilà. et les enfants viennent sur moi et j'ai plus. Eh ben ouais, mais les enfants, vous leur dites que vous pourrez les aider que quand vous aurez votre monde à vous aussi. Il faut aussi un traitement qui agisse sur la douleur en général. Et celui-là, vous le prendriez pour aller à la poterie, pour aller coudre, pour aller chez une copine, pour faire des choses. Concrètement, un patient chez nous, il remplit un formulaire en ligne qui vont nous permettre d'orienter ce patient. Et puis après, donc, il va être vu pour une consultation longue d'1 heure par le médecin de la douleur qui va vraiment décortiquer avec le patient l'histoire de sa douleur, dans quel contexte cette douleur ou ces douleurs se sont installées, quels sont leurs retentissements et quel est le sens de cette douleur dans la vie de la personne. Là, vous allez me marquer où vous avez mal. Exactement, là c'est face, là c'est dos. Donc tout ça. Donc ça c'est où vous avez mal. Là c'est comment vous avez mal. C'est quoi ça, battement? Des battements quand ça bat. Oui, j'en ai un peu partout. Des fois c'est bref, des fois c'est plus de temps. Donc vous mettez une croix. Et là, c'est pénible, oui. insupportable. Et oui. ensuite Déprimante, je dirais. Ça vous déprime déprime. parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, comme on veut. Donc vous aimeriez nous consulter aujourd'hui pour qu'on l'aide à, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, à reprendre votre vie ? Non. À changer ma vie. Changer votre vie. Donc ça veut dire que vous avez envie de changer. Oui. Très bien. Nous, on ne va pas changer à votre place. Donc Ça, si c'est vous n'avez pas envie, on n'arrivera pas. Si vous avez envie, nous, on peut vous donner des trucs pour vous aider. Ok ? Nous consulte aujourd'hui pour qu'on l'aide à changer sa vie. Là, vous allez voir ma collègue qui va vous examiner, etc. Ce qui fait qu'à partir de ces éléments-là, on va pouvoir construire avec le patient un projet thérapeutique qui va intégrer des techniques médicamenteuses, non médicamenteuses, plus ou moins invasives. Et puis le patient, après, va être orienté soit vers des praticiens de notre équipe, soit en ville, pour une prise en charge qu'on appelle vraiment interdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'il va voir plusieurs personnes qui vont s'occuper de lui, c'est qu'il va voir plusieurs membres d'une équipe qui vont interagir les uns avec les autres pour aider la personne à mieux vivre avec ses douleurs. En fait, c'est une dame que j'avais déjà suivie depuis 2016. Pendant cette période où les douleurs étaient moindres, il n'y a rien qui a changé. C'est un peu court, hein. Donc t'en réaliser, te dire je vais en faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Sauf que, en fait, pendant ce temps-là, je lui ai dit qu'est-ce que ça a permis de faire ? J'ai pu refaire le ménage et j'ai pu être disponible pour mes enfants. Donc elle est un peu le pilier de sa famille, quoi. C'est ça. Je me suis quand même servi de ça comme levier et elle en a convenu. Et puis je lui ai parlé de poterie et là d'un coup, tu vois, elle dit ah bah oui, la poterie, la couture, ça me plairait bien, machin. Et qu'est-ce qu'elle prend comme traitement ? Donc là, elle prend rien. Et sa fille lui a apporté de la lamaline ou de l'isalgie. L'isalgie, elle en a pris et vraiment, c'était génial. Pas très bien, ça va être facile. Je sentais bien que toi, tu allais rebondir là-dessus, mais moi, j'ai dit que ça suffisait pas et que cette isalgie, fallait qu'elle s'en serve pour faire quelque chose. Bien sûr. Ok. Très bien. Voilà.
C'est très philosophique et c'est ça, je pense, qui nous plaît tous aussi. On apporte des techniques pour soulager, mais on est vraiment dans les questionnements philosophiques tant que le patient ne parvient pas au moins à s'interroger sur le sens de la douleur sans forcément trouver le sens, il ne peut pas aller mieux. Un prêtre jésuite est venu nous voir pour des douleurs articulaires, il me semble, et des lombalgies qu'il avait depuis des années et des années. Il nous était adressé par son rhumatologue. Et son rhumatologue, avant de le quitter pour la dernière fois, lui avait dit peut-être qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous. Et donc, je vous adresse à la consultation douleur. Et il est venu chez nous, et donc on a fait ce qu'on fait d'habitude. Il a vu plusieurs fois la psychologue et il l'a vu aussi à son cabinet parce qu'on n'a pas la possibilité ici d'offrir suffisamment de consultations pour faire un vrai travail. Et une fois en sortant de chez la psychologue, il s'est souvenu qu'il avait été violé à plusieurs reprises par le curé de sa paroisse quand il était enfant. Depuis, il a fait plein d'actions pour dénoncer les agressions sexuelles et les crimes sexuels dans l'église. Et ses douleurs ont été mieux et puis moins bien. Il est très reconnaissant envers nous alors qu'il a encore beaucoup de douleurs. C'est vrai que cette reconnaissance qu'il a, elle est très marquante parce que je pense que c'est exactement le sens de nos prises en charge. On ne va absolument pas chercher derrière les douleurs des traumatismes qui auraient été déniés ou autres. Mais en revanche, on accompagne le patient dans le sens que la douleur peut avoir pour lui et quel que soit le sens. Et le sens pour lui, à ce moment-là, c'était ça. Et c'était très touchant. Et c'est vrai que quand il nous a dédicacé son livre... Prière de ne pas abuser. À l'équipe consultation douleur chronique de l'hôpital Paris-Saint-Joseph. En allégeant mes douleurs, d'autres ont permis que ma parole se forme. Il est venu avec une bouteille de champagne au staff pour qu'on partage ça. Et c'est très touchant. Alors, on a vu madame qui a actuellement 62 ans. Est-ce que tu l'as senti un peu engagée dans ce changement ? J'ai vraiment insisté sur le fait qu'elle pouvait continuer à faire la même chose, mais qu'il était rare qu'en faisant toujours la même chose, le résultat soit différent. Elle s'est illuminée quand elle a réévoqué la poterie et puis la couture, donc je pense qu'il faut vraiment insister. Je m'intéresse beaucoup à l'autonomie du patient. C'est très profond comme questionnement qu'on est amené à avoir et en staff, ça dévie sur ces questionnements-là et c'est très riche. Et en fait, attendez, peut-être derrière moi, il y a... Voilà, le modèle de biopsychosocial de la douleur. On n'oublie jamais qu'il y a du biologique et donc il faut évidemment toujours être sûr qu'on passe pas à côté d'une lésion qui pourrait continuer de s'aggraver si on n'y faisait pas attention. Mais on ne peut aider les gens que quand on les prend en charge selon ce modèle biopsychosocial. À part voir pourquoi elle dort pas bien et pourquoi elle est crevée et lui donner un antidépresseur, je pense que pour l'instant il faut attendre que tout ça mûrisse. On peut peut-être aussi lui donner l'antidépresseur et voir si ça améliore pas le sommeil. Elle a un fils qui a plein d'allergies, qui vient toujours raconter ses problèmes à sa mère, mais tous les jours. Tous les jours, il passe chez sa mère, l'autre aussi, donc c'est... Il faut qu'on le mette ça dans le compte rendu. Elle dit qu'il y a beaucoup de sollicitations de la part de sa famille. Je pense que... Nos staffs, ils ressemblent à des, je pense, ça n'existe pas, je crois, mais à des staffs psychosociaux, narrativaux, je sais pas quoi, parce qu'on fait très attention aux mots qu'on va utiliser dans les comptes rendus, tellement on sait que ça peut avoir une portée importante pour le patient, que ces mots aient du sens et qu'ils apportent au patient soit du soulagement quand on est dans la reconnaissance de la douleur qui a été déniée pendant des années parfois, soit pour aller percuter sans provoquer et que le patient puisse s'accrocher à ces mots-là qui auront été choisis ou échangés avec lui. Alors madame, c'est dur. Ça va pas du tout, docteur. Je vois ça. Ça fait 2 semaines, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à dormir. Et parce que vous êtes tombée, il s'est passé quelque chose ? Non, rien du tout. Il faut dire aussi que ça apporte beaucoup de pression, je trouve. C'est sûr que le patient, idéalement, il attend qu'on supprime les douleurs. Et nous, on lui explique que probablement qu'il va falloir considérer cette douleur comme une maladie chronique avec laquelle il doit vivre, mais que, en revanche, nous, on est là pour l'aider à mieux vivre avec cette douleur. Et ça, déjà, c'est difficile de faire accepter parfois aux patients cette notion. Et c'est une grosse pression, je trouve, pour nous, parce que on n'est pas assez, comme médecin de la douleur, comme praticien de la douleur, et on arrive en 2e ou 3e recours. Il y a cette pression un peu de résultat, et il y a aussi une pression de moyens qui est vraiment
très pesante en ce moment. C'est difficile pour les patients d'accéder à des psychologues, à des psychomotriciens, à des psychiatres. Or, ça fait vraiment partie intégrante de nos prises en charge. Et donc, on se retrouve, nous, à devoir répondre à des attentes parfois un peu irréalistes de patients et à des besoins de nos collègues qui sont exagérés par rapport à ce qu'on peut leur apporter, parce que, évidemment, quand ils se retrouvent confrontés à un patient qui a mal, ils ont besoin ou envie qu'on voit le patient rapidement et qu'on l'aide rapidement. Les rhumatologues, ils vont peut-être, grâce à l'infiltration, vous aider un petit peu sur le pire. Et sur les douleurs que vous avez déjà depuis très longtemps. Très longtemps, mais Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez commencé à voir la psychologue? Il n'y a pas de place du tout. Moi, la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit, on arrête d'attendre Bagneux, puisqu'il n'y a pas de place. Et je vous avais donné un site internet. Vous utilisez un peu internet ou pas? Moi, je ne connais pas. Et qui peut vous aider? Personne m'a fait, il est parti. Je suis toute seule à la maison. Des voisins? J'avais une voisine, mais une amie, elle vient plus. Dans ce cas-là, si vous êtes toute seule, c'est à vous de chercher. Moi, je ne connais pas comment on utilise les... Vous ne savez pas du tout utiliser internet? Du tout. Ok, alors, je vais chercher, mais par contre, vous allez appeler. Oui, j'appelle, d'accord. Ouais. Mon premier rapport au corps d'un patient, c'est peut-être un peu bizarre, c'est que quand j'ai fait mon stage infirmier de première à deuxième année, et moi j'étais en psychiatrie, donc un des souvenirs que j'ai de ce stage, c'est qu'une fois j'avais un patient qui avait une pathologie psychiatrique dont je me souviens pas, et que je m'étais accroupie devant lui, je sais plus pourquoi, il était assis, et moi je m'étais accroupie devant lui pour lui parler, ou je sais plus pour quelle raison. Et l'interne de psychiatrie qui est passé à ce moment-là m'a vraiment remonté les bretelles là, en me disant mais on s'accroupit pas devant un patient. Et moi ça m'avait vachement heurtée parce que je voyais pas ce qu'il y avait comme problème de se mettre en position basse par rapport à ce patient, puisque c'est ça qu'elle me reprochait. Bagneux, Hauts-de-Seine. Là, c'est son numéro de téléphone. Ouais. Donc j'y pense souvent. Parce qu'en effet, ça m'arrive souvent, pour plein de raisons, des raisons pratiques, d'être sous le patient, entre guillemets. Et pour autant, j'ai pas du tout le sentiment que ça pose de difficultés ni dans la relation de soins, ni surtout dans le fait que le patient puisse me faire confiance comme étant celle qui dirige le projet thérapeutique. Moi, je m'intéresse beaucoup et je fais une thèse de science en plus en ce moment dessus à l'autonomie du patient. Ça peut pas marcher d'aider un patient, surtout quand il a une maladie chronique comme la douleur, de lui imposer quelque chose et donc de se mettre au-dessus de lui en lui imposant son projet. Mais moi, je compte sur vous, parce que là, je suis en train de faire... Ouais, d'accord. Pour vous. D'accord, merci. Donc là, c'est le nom de la psychologue, avec son numéro de téléphone. D'accord. Vous pouvez lire ou pas? Un petit peu. Là, vous arrivez à lire ou pas? C'est difficile. Comment est-ce que vous allez savoir en sortant du bus où c'est? Je demande au chauffeur, non? On ne sait pas très loin, vous pouvez demander aux gens. D'accord? Ouais. Faudra partir très à l'avance de votre rendez-vous. D'accord, ouais. Je m'interroge beaucoup avec mes collègues sur la façon dont je gère les rendez-vous de première consultation et d'évaluation, parce que ça m'arrive de ne pas examiner mes patients et donc de ne même pas les toucher. Pour moi, la douleur, c'est une médecine qui est vraiment narrative et je vais aller creuser sur l'interrogatoire, la façon dont le patient raconte les choses, ce qu'il a pu tester avant. Et je sais très bien que ça, c'est vraiment heurtant pour beaucoup de mes confrères. Et moi aussi, parfois, je m'en veux de me dire que je privilégie de passer plus de temps sur l'interrogatoire, quitte à ne pas examiner le patient. Et en même temps, souvent, nos patients, ils ont déjà vu plein de spécialistes que j'estime être bien meilleurs que moi dans leur examen clinique et dans l'évaluation des lésions qu'il pourrait y avoir. Pour les patients, c'est parfois un peu perturbant. Quand on va chez le médecin, il faut qu'il vous prenne votre tension. Donc j'ai un rapport au corps qui a peut-être évolué, parce que quand j'étais aux urgences, j'examinais je sais pas combien de patients par jour. Et là maintenant, c'est vrai que je ressens pas le besoin du corps pour comprendre le patient et pour le soigner. Vos douleurs, ça n'a rien à voir avec avant. À peu près quel pourcentage d'amélioration vous diriez? Il y a des facteurs qui jouent. Qu'est-ce qui vous tracasse? Ma maman. Et j'avais refait un Doppler pour... Vous savez que j'ai une leucopète? Ouais. Ah non, une leucopète. Vous avez repris contact avec le Cutenza? Ça a tout réglé. Super. Je vais même arrêter de rêver au truc. Bravo. C'est une belle victoire, ça. Goutte par goutte, mais j'y suis arrivée. Bravo. Et pour quelle raison vous allez moins bien? Je sais. Vous iriez moins bien? La douleur, elle va pas disparaître. Ça fait trop longtemps maintenant qu'elle est installée, et la douleur, c'est une maladie. C'est votre maladie.
C'est pas du tout par manque d'empathie, je pense, et par distance trop importante vis-à-vis de la mort, mais je pense que j'ai intégré que la mort faisait partie de la vie, et en plus aux urgences, il y a un côté un peu facile dans le sens où on connaît pas trop les gens, on n'a pas eu le temps de connaître leur vie. Pour moi, la mort aux urgences, il y a plus un côté de culpabilité de ne pas avoir réussi à éviter ça, mais il n'y a pas de symbolique, en tout cas voilà, pour moi, c'était pas tellement dur, même d'annoncer les décès, alors que voilà, c'était pas du tout un plaisir, mais je passais à autre chose assez vite. On s'habitue, c'est un apprentissage en fait. J'étais de garde de nuit aux urgences. On a un patient qui était SDF et qui venait pour je ne sais plus quelle raison, très alcoolisé et alcoolique. Et puis j'avais géré la problématique pour laquelle il était venu et donc il était pour nous sortant. Sauf que comme il est SDF, il ne peut pas rentrer chez lui. Donc il était resté un petit peu dans les alentours, etc. Et puis d'un coup, il était peut-être 2h du matin. Je vois une torche vivante arriver. Et en fait, c'était ce patient-là qui s'était accidentellement immolé. Et là, je me souviens que, d'une part, j'avais pris le lead sur OK, qu'est-ce qu'on fait du patient ? On le met au déchocage, on le perfuse de cette manière-là, on le met dans cette position-là, etc. Et puis, je pense que j'avais aussi pas mal géré la situation totalement exceptionnelle du type qui s'allume le feu dans la salle d'attente et donc la gestion des infirmières qui, pour le coup, après coup, ont culpabilisé, etc. Ce patient-là, après, j'avais pris des nouvelles, il avait été transféré au Grand Brûlé de Saint-Louis et il avait fini par sortir de l'hôpital. J'avais l'impression de lui avoir sauvé la vie. Pour le coup, parce que peut-être que si on n'avait pas été très réactif et qu'on n'avait pas mis en place les bonnes drogues, j'ai appelé tout de suite le réanimateur parce que je savais qu'il risquait de s'étouffer, donc j'avais commencé à lancer l'intubation, etc. Et là, je m'étais dit, chaque minute compte. Et donc, on lui avait sauvé la vie. Et puis, il était jeune en plus. Il n'est pas du tout pour mourir, lui, pour le coup. Malheureusement, il y a plein de fois où j'ai pas su faire. C'est tellement rare des patients chez qui on a l'impression d'être efficace. Alors, il y a plein de patients qui nous aiment beaucoup, mais en fait, on n'est pas forcément efficace. Et c'est pas parce qu'un patient nous aime bien que c'est une bonne prise en charge. Il y a plein de patients qui viennent plus, sans doute parce que ça n'a pas du tout été efficace. Et il y a plein de patients, et ça me désespère, qui s'aggravent. Ça fait plusieurs mois, voire années que je les prends en charge. J'observe qu'il y a des nouvelles douleurs qui arrivent et qu'ils deviennent de moins en moins autonomes, justement. Ça me questionne et ça m'interroge sur mes capacités, etc. Et puis surtout, ça fait perdre le sens de ce que je veux faire. Et c'est là où on a beaucoup de chance et qu'on est plusieurs, donc on peut présenter au staff, on peut éventuellement demander un avis entre nous, on peut aussi demander de faire cette prise en charge pluridisciplinaire. Je pensais que je voulais faire médecine pour sauver les gens. Et en fait, je trouve que la plus belle médecine, c'est de soulager. Et donc, je pense que c'est ça, ce que m'enseigne la médecine, c'est qu'on peut apporter énormément aux patients et donc à aussi notre entourage, au monde, en étant là, avec nos qualités, parfois aussi avec nos défauts. Enfin, les défauts peuvent aussi contribuer à soulager et à rendre le monde meilleur, en fait. Vous voyez continuer pendant longtemps ? Je sais pas, là, je suis fatiguée. Joker. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!